Je suis à la page 93 de mes notes de cours du chapitre 2. À cet endroit, je vais solutionner la question instantanée 1 de la section 1.7 de Séguin, qui porte sur le mouvement uniformément accéléré sous l'effet de la gravité. On peut lire le libellé de la question à la page 80 de Séguin. On prend quelques secondes pour s'arrêter et la lire. Grosso modo, on nous demande de refaire le 1b sans utiliser cette fois-ci l'équation de la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2a fois, etc. Avant de continuer, je prends quelques secondes, je regarde la page décachée au complet, puis je réalise que je l'ai refait avec un étudiant. Je lui ai refait des explications pour améliorer sa compréhension, puis je l'ai changé pratiquement complètement de visage pour cette page-là. Donc, ce que je vous demande de faire à cet endroit-là, c'est d'oublier ce que je vous ai fourni comme papier imprimé, là, de ne pas essayer de suivre mon explication avec votre page de notes de cours. Prenez-vous une feuille de papier quadrillé qui n'a rien d'écrit dessus, et faisons le problème à partir du début sur ce papier quadrillé-là. Quand vous serez prêt à faire approuver votre chapitre 2, bien, vous avez juste à glisser cette feuille de papier quadrillé-là à cet endroit-là du cahier. Puis je regarderai votre feuille de papier, mais je ne regarderai pas votre page 93, là, parce que ça ne correspond plus du tout. On va prendre quelques secondes, retourner à la page 92 pour voir quel était le 1b. Donc on se rappelle, on faisait un problème où ce qu'on calculait la position finale lorsque la balle est rendue en haut. Donc, quand la vitesse finale est égale à 0 à ce moment-là. Je vais quelques secondes dans le résumé du chapitre 2, la partie sur la chute libre. Si je n'ai pas le droit de prendre la troisième équation pour calculer la position, le seul endroit qui me reste de la position, c'est dans la première série d'équations. Donc, je vais utiliser cette équation-là. Je l'ai reportée ici. Et je dois m'interrompre immédiatement, dans le sens que je peux le faire dans ma tête, mais si je mets les chiffres connus, y final est égal à 1 qui était connu, ma vitesse initiale de plus 2 vers le haut est connue, delta t moins 1/2 le g fois delta t, donc je me trouve avoir une équation et deux inconnus. Je ne peux pas solutionner le problème sans me trouver un autre outil. Évidemment, si je retourne dans le résumé, je n'ai pas le droit à la troisième, puis que la première série est prime, il faut que j'aille dans la deuxième série. Donc, de retour à mon problème, je transcris l'équation de la deuxième série. Je m'intéresse à delta t que je ne connais pas dans ma première équation, fait que je vais l'isoler en fonction de delta t. Ce qui revient à dire que j'envoie le delta t de ce côté-ci, ça va être g fois delta t. J'ai un g en avant ici, est égal à vitesse initiale y reste de ce côté-là, puis lui s'en vient de ce côté-là, devient négatif. Puis je vais avoir un divisé par le g. Là, le g qui était ici, ça en va diviser. Je peux observer immédiatement que vitesse finale selon y, selon les données du problème, est égale à 0. Ce qui fait que je pourrais le réécrire juste avec v initiale sur g. Ça serait ma deuxième équation, et ce sont des chiffres connus. Donc, soit que je continue en le ramenant tout de suite dans la 1, ou soit que je préfère mettre des chiffres, mais déjà, je pourrais calculer une certaine valeur. Encore une fois, je fais apparaître là, que mon vitesse finale était égale à 0. Donc, ça me donne 0.20 secondes si je tiens à avoir un chiffre. Personnellement, je vais avoir continué en mettant carrément cette chose-là, cette formule-là, dans la formule 1. Donc, je me prépare à réécrire la formule 1, y finale est égal à y initiale, plus vitesse initiale en y fois delta t. Et c'est là que je remplace mon delta t par cette chose-là. Le delta t qui est ici, remplacé par ça. Fait que je l'écris, moins 1/2 g, puis je réécris mon delta t, mais au carré, donc ça au carré, divisé par ça au carré. Je fais des mathématiques, donc y initiale est égal à, je vais avoir vitesse initiale au carré divisé par g, moins 1/2, il y a au moins ce g-là qui disparaît, puis il m'en reste un en bas, moins 1/2, vitesse initiale au carré divisé par g. Quand on décide de continuer avec les variables au lieu que des nombres,
ben, on s'aperçoit que ça fait drôle. On m'a donné le grec initial, plus, ben là, en haut, on s'apercevait qu'on avait une demi ça, moins une demi ça encore. Donc, il me reste une demi ça, si on veut. Hein? Imaginez que ça, c'est des pommes. Ben, j'ai la même affaire ici, j'ai des pommes aussi. Fait que pomme, moins une demi pomme, mais il me reste une demi pomme. Donc, ça nous donne une formule. Si par hasard, on avait à calculer ce problème-là, multiples reprises, ben, je pourrais retenir cette formule-là puis en faire une formule générale pour ce problème-là. Une formule particulière ou générale pour ce problème-là. Maintenant, je suis prêt à mettre mes chiffres dedans et j'arrive à 1,20 mètres, la réponse recherchée. Évidemment, je préfère travailler avec des chiffres. Ben, ça aurait été de retranscrire ma réponse, mon y final, mon delta t de 0,20 secondes, d'en le réécrire dans l'équation qui est ici. Donc, dans un premier temps, d'écrire que c'est 1 plus le 2, delta t, tu le remplaces par 0,20, ça donne 0,20, moins une demi, 9,8, 0,20 au carré. Et j'arriverai à la même réponse pratiquement. Le seul avantage des fois de passer par... Un autre avantage des fois de passer par des formules comme moi, c'est pas le cas ici, mais des fois on n'arrive pas tout à fait à la réponse du livre. Hein. On s'aperçoit qu'on arrive à 1,21 alors que Séguin arrive à 1,20, etc. Ben, ça pourrait être le fait qu'on a fait un calcul intermédiaire puis qu'on a arrondi ce calcul intermédiaire-là. Parce que la vraie réponse n'était pas 0,20 ici, c'était 0,20 et des fractions. Donc des fois, le fait d'oublier ces décimales-là, d'avoir fait un arrondissement, ben, des fois, à la longue, quand on a plusieurs équations en chaîne, on finit par avoir une mauvaise réponse, ce qui n'était pas le cas ici. Il fallait également que je refasse le C sans utiliser toujours l'équation de V final au carré est égal à, etc. Donc, je reviens d'une page pour voir c'était quoi le C. Le C, je cherchais la vitesse finale. On me fait référence à la situation 1A, donc je reviens encore d'une page pour aller voir le 1A. Mais là, le problème était, je monte et je redescends. Et quelle est la vitesse finale ici, sans que j'utilise l'équation que j'avais utilisée la première fois. Je vais dans le résumé. On dit que je ne peux pas utiliser cette équation-là, que je cherche une vitesse finale. Je ne l'ai pas dans la première série. Donc, je suis obligé de travailler avec la deuxième série. C'est donc l'équation que j'ai retranscrite ici. Et je suis bloqué à cet endroit-là parce que je ne connais pas mon delta t dans cette partie du problème-là. J'aurais pu m'en rendre compte en écrivant les chiffres. Donc, c'est mon premier blocage. Je retourne dans le résumé voir mes formules. Donc, j'ai bloqué parce que je ne connaissais pas le delta t ici. Ça me prend donc une autre équation pour calculer le delta t. La troisième ne sert à rien de toute façon. Et la première, c'est celle que je déteste, parce qu'il y a du delta t au carré. Donc, si je cherche le delta t dedans, là, je vais me retrouver avec une quadratique quelconque. Bon, le fait de le résoudre de cette façon-là me fait faire une remarque intéressante par rapport au formulaire. Quand on a vu le MRUA en X, il y avait 5 équations de base. Quand je l'ai transformé en sheet libre, j'ai mis juste les 3 premières, puis j'ai pas mis les 2 dernières. Mais dans le fond, c'est un MRUA, donc lui ici a 5 équations. Donc j'aurais pu avoir les 2 autres suivantes, qui entre autres me fait apparaître, ben ça j'ai encore du delta t au carré, pas intéressant, mais cette série-là me fait apparaître le delta t. Donc j'aurais pu travailler avec la 4e équation de MRUA. Okay? Sauf que je ne l'ai pas mis en Y en chute libre en dessous. Mais c'est pas vraiment grave, je pourrais l'utiliser pareil. Deuxième chose, un étudiant va me dire, moi, vous n'avez pas mis la formule en jaune. Je rappelle, c'est parce que ces 2 formules-là viennent du chapitre 1 dans les faits. Okay? Donc, j'ai le droit d'utiliser l'une ou l'autre de ces 2 formules-là pour me partir, puis d'aller combiner la 3e là, pour faire apparaître la vitesse moyenne. Les 2 font, dans le fond, c'est celle-ci que je devrais utiliser, puisque je connais x final et x initial, sauf que quand je les regroupe, ça devient un delta x. Je trouve celle-là moins longue à écrire. Je vais partir avec ça, fait que je vais utiliser celle-ci, et dans le fond, celle-ci. Étant donné que je ne les ai pas en Y, je les retranscris telles quelles dans ma solution. Fait que la première que j'ai écrite, c'est celle qui fait apparaître mon delta t, tiré du chapitre 1. Je l'ai écrit en delta x. Vitesse moyenne, là j'utilise l'équation qu'on voyait pour le remplacer par une demi mes 2 vitesses. Toujours mon delta t qui est à la fin. Fait qu'ici, je me trouve avoir utilisé 2 formules du chapitre 1.
tels qu'ils apparaissent sur le formule en delta x, mais là, évidemment, je fais le problème en y. Donc, je remplace tout ce qui est écrit au-dessus par du y, et la loi de MUA s'applique toujours. Et c'est là que si je fais apparaître mes chiffres, delta y, le y final c'était 0, moins initial 1, fait qu'on voyait qu'il y avait deux chiffres de cachés dans le delta y, plus une demi, ma vitesse initiale qui est plus 2, vitesse finale selon y qui est un inconnu, delta t qui est un inconnu également. Donc j'ai un système de deux équations à deux inconnus, soit que je le regarde avec les formules, ou soit que je le regarde en rouge en dessous avec les chiffres, mais j'ai deux inconnus, premier inconnu, deuxième inconnu, mais j'ai deux équations pour le résoudre. Le travail du physicien à ce moment-là est finalisé si j'ai deux équations à deux inconnus. Parce que si on est dans la vraie vie de tous les jours, qu'on a accès à toutes nos ressources, bien, je prendrai une calculatrice et je pitonnerai ces deux équations-là. Je vous le montre ici. Donc, j'ai fait une résolution de deux équations. X est égal à 2 moins 9,8 y. X est égal à 2 moins 9,8 y. Fait que ça, c'est ma variable x, ça, c'est ma variable y, première équation. Puis la deuxième équation, ma calculatrice me permet d'écrire exactement comme elle apparaît. 0 moins 1 est égal à 1/2 multiplié par 2 plus, c'était ma variable x, fermez la parenthèse, fois y. Fait que je peux mettre ça dans une calculatrice et il va me sortir directement mes réponses. Donc, quelle est la variable de x possible? Quelle est la variable de y possible? Il me fournit même deux jeux de réponses possibles. Donc, là, c'est à moi de faire mon travail de physicien et de dire comment ça se fait qu'il m'en fournit deux. Eh bien, quand je regarde les deux jeux qu'il me fournit, je rappelle que ma variable en y, là, c'était du delta t qui était mis dans mon résolveur d'équation. Mais il y en a une que c'est une valeur positive, puis l'autre c'est une valeur négative. C'est du temps négatif. Réflexe impossible. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement si c'est impossible? Ben, ça veut juste dire que je montais le problème à rebours, si on veut. Quand il me parle de moins 0.3 secondes, c'est que j'aurais été aussi au niveau 0, moins 0.3 secondes avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous répondre, je reviens à la page 91. Ça revient à dire que la valeur négative de temps, c'est d'imaginer que le problème aurait commencé ici. Donc, ce nombre de secondes-là avant, j'aurais été aussi égal à 0 si le problème aurait commencé là et monté jusqu'à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le problème à rebours. Et évidemment, je vais rejeter cette solution-là, puis je vais garder juste les chiffres qui sont ici dans ma réponse finale. Donc, je retranscris les chiffres que ma calculatrice me donnait. La valeur x, c'était ma vitesse finale y, puis ma valeur delta t, que je n'ai pas besoin, mais qui m'était quand même donné par mon problème. Donc, je viens de trouver la valeur finale de la vitesse quand ça frappe le sol. Évidemment, en y, j'arrive à une valeur négative parce que mon vecteur est dessiné vers le bas. J'aurais pu m'essayer à le résoudre un peu mathématiquement. Ce que ça aurait impliqué probablement en termes de traitement, c'est de dire j'isole le delta t pour pouvoir le ramener dans l'autre équation, exemple. Il y a plusieurs chemins possibles, mais j'aurais pu isoler mon delta t dans cette équation-là. Donc, le 2 s'en va multiplier l'autre côté, une demi, ça va faire 2 fois delta y, puis je vais diviser par cette chose-là, vitesse initiale plus vitesse finale. Vitesse finale, donc maintenant, je peux mettre cette équation-là dans la première, ce qui va faire disparaître le delta t, donc vitesse finale selon y est égale à vitesse initiale selon y, moins g fois delta t. Le delta t, ben, je le remplace par ça. Et là, ben, il me reste des mathématiques élaborées à faire parce que j'ai une seule inconnue dans toutes ces variables-là qui est vitesse finale, mais il faut que je l'isole correctement. Donc ça se fait, mais c'est un peu long. Si on a accès à une calculatrice, ben, c'est beaucoup plus rapide.